Avec la fin de mon année de sociologie, j'ai pu retrouver du temps que j'utilisais auparavant pour travailler mes cours. Et ce temps libre, désormais, il me permet de reprendre ma pile à lire pour mon plus grand bonheur. J'ai commencé par le livre Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley en 1931. C'est un livre qui, à la lecture du résumé, m'a énormément parlé. D'ailleurs, voici la 4e de couverture que je vais vous lire. Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants. Un état mondial parfaitement hiérarchisé a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible. Aujourd'hui, il nous paraît même familier. Donc à la lecture de ce résumé, je suis conquise. Je parcours les premières pages du livre et je décide de l'acheter. Aussi simple que ça. Un livre qui s'annonce dystopique, où la société est conditionnée par la science, une pépite. Il s'avère qu'effectivement, c'est bien une pépite, une véritable claque. C'est un livre que je m'attendais pas à découvrir de la sorte, à vrai dire. Le début fut parfois difficile, avec un auteur qui ne nous explique pas le monde dans lequel on débarque et qui nous laisse le choix suivre et comprendre ou abandonner. Au fur et à mesure que la lecture avance, la lectrice que je suis a découvert un univers où le bonheur est factice, créé de toutes pièces par la science et un conditionnement mental. Les différents êtres humains qui existent ne connaissent plus le concept de famille, ni de maternité, ni de paternité. Ils sont créés à partir de la science, dans un laboratoire et élevés dans des centres de conditionnement. On leur met dans la tête durant leur sommeil des règles moralisatrices qui conditionneront leur existence future et ils ont appelé ça l'hypnopédie. Une existence tournée autour de la consommation où tous les besoins sont obtenus d'un claquement de doigts. Il suffit de tirer un levier, de presser un bouton pour avoir ce que l'on désire. Les classes sociales dans ce monde, elles sont génétiquement déterminées. On a les epsilon, qui sont les ouvriers, ceux qui obéissent. Privés d'oxygène à la conception, ils n'ont ainsi pas les capacités physiologiques pour réfléchir. Impossible alors de se rebeller et de compromettre l'ordre. Une simple élite, les alphas, est alors créée pour décider. Mais pas trop. Religion, art, beauté, littérature, tout ce qui insuffle des idées potentiellement contraires à l'ordre destiné, sont supprimés. Éradiqués. Se dessine alors un monde aseptisé où la consommation va de pair avec la nécessité. On ne répare pas, on utilise et on jette. On ne se pose pas la question du besoin, seule celle de l'envie est utile. Le divertissement est le fondement de la société. Chaque individu grandit avec un rôle prédéterminé, pas d'ambition, pas de rêve, pas de fantasme. Alors je ne vais pas te spoiler le livre pour que tu puisses le lire si tu as envie. Avant d'aller plus loin dans l'analyse que j'ai de cette œuvre, dans les cogitations qui me sont venues à la lecture de ce dernier, sachez que je l'ai adoré. Et surtout, n'oubliez pas que je ne suis pas critique littéraire, que ce n'est que ma vision des choses, d'une petite nana qui a envie de critiquer un livre. Tu peux en tenir compte comme tu peux en avoir rien à péter. Enfin, je veux dire, c'est légitime dans les deux sens. Alors, il est assez court. Le format de poche que j'ai, moi, il fait 319 pages et je l'ai lu en une journée. L'écriture, parfois, elle est courte, directe. Elle sert l'univers scientifique que l'on découvre, mais elle n'est pas du coup romancière. C'est-à-dire que parfois, ça m'a un peu dérangée parce que c'est un style vraiment brut de décoffrage qui n'utilise pas de paraphrase ou de métaphore ou qui n'est pas stylisé. Enfin, si, il est stylisé, mais dans une méthodologie scientifique, dirons-nous. Moi, en ce livre, je vois une critique virulente de la société de consommation. Poussée à son extrême, les notions de pollution, de surconsommation ne sont pas problématiques, mais des idéaux. En fait, la société décrite, elle crée des humains pour consommer, et ils sont génétiquement déterminés pour utiliser certains moyens mis à leur disposition. Alors, la science, oui, mais qui sert un principe de stabilité, de continuité dans une illusion qui est définie par des normes, par des idées préconçues et qui ne sont pas remises en question. En fait, dans cet univers, les êtres vivants qui ne sont pas conditionnés dans cette société, ils sont gardés dans des enclos, dans des réserves. Et pour moi, on peut y voir une critique des eaux et des réserves animales. On protège aujourd'hui ce qui existait avant notre société de consommation. On se divertit de ces espèces, de ces animaux, sans pour autant changer notre quotidien pour leur permettre de survivre dans cette société. Tu vois, comme un lot de consolation. On les garde en vie, mais on leur permet pas de s'émanciper du contrôle humain. Et de toute façon, si on les sort de ces réserves, ils seront tués parce que notre société de consommation ne se remet pas assez en question pour leur permettre de vivre dans leur état sauvage. Il y a un autre thème qui est également abordé dans le livre, c'est la santé mentale, et d'une façon assez sévère, assez difficile, mais que je trouve pourtant très parlante. Dans cet univers, les émotions trop fortes, elles sont gérées par le soma. C'est une drogue de synthèse dont toutes les castes sont accros. Par exemple, on les donne à la caste inférieure pour qu'elle continue à travailler, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, puis derrière, ils ont leur soma et ils recommencent. Et donc, tu as un conditionnement dit pavlovien de je te fais faire quelque chose que tu n'aimes pas, par contre je te récompense derrière. Et la récompense est tellement chouette que tu recommences par faire ce que tu n'aimes pas sans te rendre compte véritablement que tu n'aimes pas, vu que derrière, toutes tes émotions qui auraient été potentiellement trop fortes ou négatives sont gommées par
de l'euphorie et du plaisir. Les alphas, quant à eux, on leur donne pour pas ressentir de pensées négatives ou trop fortes. On gère toute émotion trop forte pour pas qu'elle pousse à une réflexion plus intense. Et vu qu'ils sont un peu plus intelligents, forcément ils vont comprendre un peu différemment les choses, et donc forcément ils vont ressentir des émotions négatives ou en tout cas fortes. Par exemple, l'amour aussi est éradiqué puisque c'est une émotion forte, et donc par définition peuvent plus facilement remettre les choses en question s'ils ne contrôlent pas ces émotions. Donc on leur donne de cette drogue pour pas que ça n'arrive. La notion elle est du moi, elle est effacée au profit du sentiment communautaire. Donc de pair, la liberté sexuelle avec la recherche du plaisir est normalisée. Personne n'appartient à personne et tout le monde s'appartient. Le couple et la notion de fidélité n'existent plus. On note malheureusement par contre une vision très hétérocentrée du roman où femmes et hommes copulent sans difficulté. Par contre on ne mentionne pas d'autres possibilités de sexualité, ce qui est un peu dommage. Et puis par contre, il n'y a pas du tout de romance, pas du tout. Et de manière assez surprenante, là, on sexe, mais à foison. Genre vraiment tout le temps, c'est limite obligatoire. Si tu n'as pas un certain quota de partenaires sexuels, ça en devient bizarre. Parce qu'en fait, ils font tout pour éviter que ce soit exclusif et donc de retomber dans un schéma d'appartenance à l'un et à l'autre, donc potentiellement de romance, donc potentiellement de remise en question du système. Alors pour moi, j'y vois les femmes en tant que véritables objets sexuels formatés à satisfaire un besoin primaire parce qu'on récompense en fait leur performance sexuelle et le temps qu'on a passé avec elles, s'il est qualitatif, par des objets, des plaisirs futiles comme des vacances, des parfums, etc. Par contre, les femmes le font pas pour les hommes. Voilà. En tout cas, ça n'a pas été décrit dans ce livre-là. Je le dis parce que je crois qu'il y a 2 autres tomes par la suite, mais que je n'ai pas lu. Donc ça peut être un peu biaisé parce que si Aldous Huxley il a défini d'autres choses dans ses autres dans la suite, forcément là, j'y ai pas accès quoi. Dans ce livre, Aldous il décrit une société de consommation où personne ne sort du cadre dans lequel la science l'a mis. On y évolue platement, sans jamais faire un pas de travers. Tout reste stable, normal et donc pour moi dérangeant. J'y vois une énorme critique de notre monde actuel et bien qu'à l'époque, puisque ça a été écrit en 1931, ce livre était novateur futuriste, il sonne aujourd'hui comme une criante vérité, comme une critique de cette consommation incessante qui pousse chacun et chacune à obtenir tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau, à se contenter de plaisirs futiles et donc éphémères. Alors j'aime la critique de la science, montrer qu'en voulant avoir le bonheur, en voulant créer une stabilité, on peut utiliser n'importe comment la science, ce qui est un fait qu'on connaît déjà. On va citer la Seconde Guerre mondiale, mais on pourrait citer plein d'autres conflits qui utilisent la science pour faire de l'eugénisme, pour faire des discriminations, pour faire des mutilations sexuelles et pour en fait faire des choses horribles, mais sous prétexte que c'est la science, c'est ok. Enfin non, ça l'est pas, qu'on soit bien clair. Et je parle pas forcément de conflits. On peut parler par exemple des personnes intersexes qui n'ont pas du coup des caractéristiques sexuées définies en tant qu'homme ou en tant que femme, qui parfois croisent les deux, qui parfois n'ont pas l'un ou l'autre, ou en tout cas pas dans leur forme complète, et qui subissent des mutilations génitales pour la plupart pour se conformer à un genre dit binaire, sous prétexte que les parents choisissent un genre pour leur enfant. Donc voilà, on pourrait parler de plein de dérives de la science qui existent de nos jours. Et on découvre du coup avec déception que la science, elle est au service de ce qu'on souhaite qu'elle soit. Elle guérit les maladies, empêche de vieillir, crée de toutes pièces des enfants et enferme sa population dans une case. Alors une jolie case, certes, mais une case quand même, et dont il est impossible de s'en sortir, puisque soit tu n'as pas les compétences en fait physiologiques pour le faire, je pense aux epsilon, ou soit quand tu es un alpha, tu es accro à la drogue qui t'empêche de réfléchir. Donc ça devient compliqué quoi. Et même si tu sortais de ça, t'as pas de littérature, t'as pas de beauté, t'as pas d'art, t'as pas tous les moyens qui critiquent la société pour voir qu'il y a une critique possible de la société. Celles et ceux qui sortent de cette case, qui sont appelés les sauvages, car non civilisés, sont en réalité libres de penser par eux-mêmes, de choisir ce qui les anime, de croire, de rêver, de penser, de s'émouvoir, mais ils ne peuvent pas sortir de leur cage cette fois-ci. Donc on a un parallèle qui est quand même magnifique. Je trouve que au final, les deux sont prisonniers. L'un est prisonnier de son absence de pensée, et l'autre est prisonnier de sa liberté de penser. Et je trouve que le parallèle est magnifique. Il est vrai que la société dite civilisée de cet univers, elle est aseptisée, dénuée de foi, de croyances, basée seulement sur la science, mettant ainsi en avant la liberté sexuelle, le rejet de la notion classique de famille et de couple. Et cette vision, en fait, elle est confrontée à celle des sauvages qui croient en un dieu, en des conceptions plus classiques, avec un couple, les notions d'héroïsme, de courage, de fidélité, de loyauté, et qui ressentent les émotions qui vont avec. Et ce sont des notions qui n'ont aucun sens dans un monde dénué de famille et d'ambition. C'est logique. Ce comparatif, pour moi, pour autant, et à titre personnel, il m'a fait beaucoup réfléchir. C'est une conception d'auteur, on peut pas lui retirer, ça sert son univers, ça c'est ok. Pour autant, à la science, faut-il forcément opposer la foi ? À la liberté sexuelle, faut-il confronter le mariage ? Et au couple exclusif, faut-il confronter la polygamie ?
La vision de l'auteur, elle m'a fait réfléchir. Alors, est-ce qu'une femme qui a de multiples partenaires, mais qui est décrite par ses partenaires comme pneumatique, si l'on reprend le terme du livre, bien sûr, qui est le terme utilisé pour décrire concrètement les bons coups, est une société libératrice? Si tu compares les performances des uns et des autres, est-ce que tu te libères vraiment d'une pression sexuelle et d'une pression sociale? Est-ce qu'une société qui enferme la femme dans un couple exclusif où l'homme doit prouver sa force et sa bravoure pour l'obtenir est-elle sauvage? À titre personnel, aucune de ces deux conceptions ne me convient. D'un point de vue féministe, une femme, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut. Point. Il n'y a pas de débat possible, en fait. Même si cette façon de faire, ce n'est pas la tienne, même si cette façon de faire, elle ne correspond pas à tes idéaux et à tes valeurs, elle est légitime. Si elle est faite dans le respect des uns et des autres, ou je vais prendre un cas par exemple de BDSM où tu pourrais te dire bah non, ils se respectent pas. Bah si, parce qu'il y a un contrat en avant, il y a des définitions, il y a des termes qui sont utilisés, il y a des actes qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés, il y a des safe words. Donc en fait, même dans des choses qui toi ne correspondent pas à tes valeurs, qui toi ne te plaisent pas, qui toi peut-être même te font du mal, si c'est dans un cadre défini, précis, entre deux personnes qui sont consentantes et qui comprennent tous les impacts, les aspects de A à Z de ce que ça implique et qui sont d'accord avec ça, bah en fait c'est ok. C'est ok parce que ça les concerne et que en fait ça ne te met pas toi dans ta liberté et dans ta personne en danger. Après bien évidemment, on parle pas de féminicide, on parle pas d'insultes, on parle pas de menaces, on parle pas de choses qui, toi, alors que tu n'y as pas consenti, te mettent en danger. On est bien d'accord. Donc, bien sûr, il s'agit d'un schéma qui oppose foi et science, qui plus est foi dans sa version hétérocentrée, patriarcale, c'est voulu, ça sert l'œuvre, mais ça me plaît pas. D'autant plus qu'une foi, elle se définit par le croyant. Et si l'on en croit Durkheim, il n'y a pas besoin d'officiant pour croire en quelque chose. En fait, il y a juste besoin d'un contenu mystique, comme un livre avec des préceptes mystérieux, et chacun peut bricoler sa foi comme il l'entend, pour reprendre les termes de Champion, créant ainsi une nébuleuse mystique ésotérique. Oui, je place des ressources sociologiques. Il y a quoi? Donc en fait, en soi, quelqu'un qui souhaite croire en la science pour guérir des maladies, ainsi qu'en l'énergie spirituelle pour guérir l'âme, est légitime, puisque ce que l'on croit est légitime. Et à partir du moment où on y croit, il existe une part de réalité, puisque la philosophie et la sociologie l'ont montré qu'est-ce qui est réel, quand même nos sens peuvent nous tromper, que fonde notre réalité. Si tes 5 sens sont biaisés, est-ce que c'est encore réel? Et est-ce que si tu crois en ce que tes 5 sens te disent, est-ce que c'est illusoire? Voilà. Les réflexions, toujours. Donc ainsi, la réalité décrite par Aldous, elle en est une. C'est une réalité qui est possible. C'est pas pour autant qu'elle va advenir, mais elle est possible. C'est une des nombreuses variables possibles et pour moi, il a décrit en fait le futur de notre société, une dérive sociale où le bonheur est défini génétiquement. Où en fait on programme une machine, on programme des êtres humains à faire certaines choses de façon très précise, très stéréotypée, très normative en réalité. Parce qu'on pourrait aussi parler de la grossophobie sous-jacente de l'œuvre et de l'agisme de ouf qu'il y a dans cette œuvre. Vu qu'on ne vieillit pas, on reste jeune, donc on reste avec un visage qui est enfantin, qui est du coup sexualisé des enfants. Alors qui est un sujet aussi débattu dans l'œuvre, mais qui me met un peu plus mal à l'aise, donc je préférerais pas en parler. Et on parle aussi de grossophobie, puisque l'obésité, le surpoids, les formes même, les morphologies ne sont pas... Enfin, elles existent, mais elles desservent l'être humain, dans le sens où il n'y a pas de variations de poids qui sont possibles, puisque c'est défini génétiquement, qu'il y a un certain nombre de quantités pour manger, etc., qu'il n'y a pas d'excès à ce niveau-là, puisque par exemple, il y a une femme qui est dite sauvage dans l'œuvre, qui est en surpoids, en tout cas d'après les termes qui sont utilisés, et elle est vraiment, elle subit des insultes grossophobes, elle subit un rejet de ouf de la part de la société dite civilisée. La chose aussi qui m'a beaucoup dérangée, c'est que les epsilons sont de taille petite et les alphas sont plutôt de taille grande. Donc tu as tout ce qui est la composante morphologique qui met en avant une certaine classe sociale et qui sert en fait à un besoin et à un propos particulier. On pourrait s'attarder aussi là-dessus, mais j'avoue que je l'ai pas fait parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais si ça t'intéresse que je fasse des critiques plus détaillées, surtout n'hésite pas, dis-moi tout dans les commentaires, on en parle, on en discute. Et si tu as lu l'œuvre, vraiment, sens-toi légitime de donner ton avis, de voir comment tu as perçu l'œuvre, quelle critique tu en ferais, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Enfin, on est aussi là pour débattre. Donc pour revenir à ma critique, dans ce monde, en fait, les humains, ils existent pour faire tourner les machines. On capitalise sur l'humain dans le but de continuer à faire vivre la consommation. Il n'y a pas de but réel derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas de recherche pour les maladies, il n'y a rien vu que les maladies sont déjà traitées. Et en fait, les maladies qu'on t'ingère dans ton corps génétiquement, elles sont faites pour un but, c'est pour te tuer et pour en fait stabiliser l'espèce et donc stabiliser le nombre d'êtres humains qui existent sur Terre et qui est du coup rentable pour les machines qui sont créées. Donc en fait, il y a vraiment cette conception machiniste derrière, mais sur du vivant.
Donc il n'y a pas en fait de but réel à vivre. C'est quoi l'intérêt derrière? Quel sens ont les existences définies par Huxley? Et aucune. Et c'est pour ça qu'elles avalent des pilules pour oublier les émotions trop fortes, et elles en prennent tous les jours, stabilisant leurs humeurs, assurant une continuité émotionnelle, pas de haut, pas de bas, pas de remise en question. La pensée, la réflexion ou encore l'apprentissage forcément n'existe plus. T'as pas à apprendre quand on te fait de l'hypnopédie et qu'on te conditionne toute ton existence, en fait, ce que tu dois savoir. Voilà. Et qu'on te définit tes capacités physiologiques, tes capacités d'apprentissage par ta génétique. Et en fait, qui sont limitées à ce qu'on décide que tu apprendras. Donc, il n'y a pas d'apprentissage non plus. Et l'apprentissage conditionne aussi des émotions. Hein. Tu n'apprends pas de manière linéaire, stable, c'est pas possible. Donc l'individualité, elle est effacée au profit du fonctionnement d'une société qui est factice et qui est plastique. Ce livre, par bien des aspects, il peut apparaître comme déprimant, comme froid, comme terriblement inquiétant. Alors c'est vrai que je ne recommande pas de le lire dans un mauvais jour. Pour autant, je pense qu'il est parfois nécessaire d'être critique. Critique envers notre existence, envers les savoirs que l'on reçoit, envers les personnes que l'on fréquente, la musique que l'on écoute, les publicités qui passent en boucle devant nous, ou encore critique par rapport à notre propre cerveau. Nous sommes libres de croire en ce que nous voulons et de nous battre pour. Par exemple, je ne crois pas à mon cerveau quand il me dit que je ne suis pas légitime à faire ces podcasts. Et bien, moi, je décide de ne pas croire Huxley quand il écrit que le meilleur des mondes est aseptisé, dénué d'émotions importantes où la science aura défini pour moi mon existence. Moi, je décide de vivre, de me laisser aller où j'ai envie, de m'en donner les moyens, de grandir, de définir ce que j'entends par couple, famille, sexualité ou encore liberté, que ce soit des définitions qui sont connues ou pas, qui sont novatrices ou pas, qui te plaisent ou qui te plaisent pas, à partir du moment où elles sont les miennes et qu'elles correspondent à mes valeurs et qu'elle respecte les personnes aux alentours, enfin qui m'entourent et que je ne connais pas, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en danger l'existence de quelqu'un d'autre, en fait elles sont légitimes et elles ont le droit d'exister. Il n'est pas encore trop tard en fait pour que chacun et chacune d'entre nous définisse son meilleur des mondes. Il suffit juste désormais de le faire.